L'Afrique, ce vendredi soir, a choisi de vous emmener à la découverte de Djaïli Amadou Amal, une auteure de 4 ouvrages déjà aujourd'hui. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on va à la découverte de cette autrice? Tout simplement parce que vous avez des idées biaisées. Elle est taxée de rebelle, elle est taxée tout simplement d'auteur qui veut emmener les jeunes femmes à se rebeller contre tout simplement leur culture, mais aussi contre la religion. Oh que non, vous allez le découvrir et ce sera tout de suite puisque nous allons à sa rencontre dès maintenant et c'est à l'intérieur de sa bibliothèque qu'elle a décidé d'ouvrir un Dokpassi 3 dans un quartier de la ville de Douala. Allons-y de ce pas. Bonjour. Oh, c'est beau ici. Merci. Eh bien, c'est notre modeste bibliothèque. Où il y a bien sûr les livres de Djaïli Amadou Amal dans les littératures africaines. La littérature africaine, puis voilà, également les généralités et tout ça. Et les encyclopédies. Oui. La plus désagréable à entendre, quel est le plus utile à dire, dixit André Gide. Et c'est dans ce même sillage que se range Djaïli Amadou Amal, qui est l'invité de Bibliothèque d'Afrique ce vendredi soir, tout simplement dans le même sillage de vérité, pas toujours bonne à dire, mais surtout de dénonciation. Avec elle, nous irons à la découverte de son nouvel ouvrage, mais surtout de l'esprit qui l'anime derrière chacun de ses écrits. On découvrira cet auteur de 4 ouvrages aujourd'hui, tout simplement allant de Mounial, les larmes de la patience, en passant par Au cœur du Sahel, sans oublier Wallandé, l'art de partager un mari. On en parle avec elle tout à l'heure. Bibliothèque d'Afrique, ce tout nouveau numéro, ça démarre tout de suite. Amadou Amal, tu es l'invité de Bibliothèque d'Afrique ce soir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour nous de te recevoir, surtout lorsqu'on sait la poigne, lorsqu'on sait la profondeur de tes écrits et surtout on se pose la question, est-ce que lorsque tu écris, tu n'as pas peur que les gens aient l'impression que tu dévoiles les secrets de l'islam, les secrets de la culture Peul? Est-ce que tu n'as pas peur que les gens aient l'impression que tu mets à nu totalement les traditions et les cultures? Eh bien, je ne pense pas que ces cultures, en réalité, soient vraiment cachées ou qu'on ait peur qu'elles soient dévoilées, en réalité. Ce que j'écris, c'est tout simplement le quotidien des femmes et le quotidien également, finalement, des personnes de ma société, tout simplement. Et c'est comme vous l'avez dit, c'est quand toute vérité n'est pas bonne à dire, comme on dit. Et puis, chez nous, on dit la vérité est amère. Mais n'empêche quand même que le rôle de l'écrivain, c'est d'être le miroir de sa société. Le rôle de l'écrivain, justement, n'est pas seulement de chanter les beautés, mais c'est également de dire ce qui ne va pas, dans l'espoir, justement, que les choses puissent changer. Dans l'espoir que les choses puissent changer. Alors, Djaïli Amadou Amal est aujourd'hui plus que jamais une référence féminine de la littérature africaine, la littérature camerounaise en particulier et ailleurs. Est-ce que si on vous demandait, par exemple dans le monde des écrivains, si on te demandait à toi particulièrement, qu'est-ce qui fait de toi cette écrivaine justement de poigne, qu'est-ce que tu dirais ? Eh bien, je pense que ce n'est pas à moi de répondre à cette question en réalité parce que je ne peux pas parler de moi ni dire exactement pourquoi les gens aiment mes livres et ce que je raconte. Mais ce que j'essaye, moi, en tant qu'écrivain, c'est tout simplement non seulement de dire les vérités, mais de transmettre les émotions, de transmettre les sensibilités et de pouvoir dire les choses avec les mots les plus simples, dire les choses les plus difficiles à entendre. Pouvoir tout simplement dénoncer, pouvoir raconter et pouvoir transmettre une histoire, un message, etc. Le reste, en réalité, ne me regarde pas.
Il s'agit tout simplement de l'opinion des autres. Alors, tu te ranges parmi les militantes féminines, du moins parmi celles qui luttent pour l'émancipation de la femme, l'émancipation de la jeune fille et contre l'oppression sociétale sur elle. Est-ce que ce combat, est-ce que cette lutte, on ne va pas dire qu'elle est gagnée d'avance, mais est-ce que tu as l'impression que tu avances en tant qu'écrivaine? Je pense que l'écriture s'est imposée à moi justement parce que je suis une victime également, que ce soit du mariage précoce et forcé, de la violence, etc. Et que je ne voudrais pas reproduire la même chose sur mes filles. Et donc l'écriture s'est imposée à moi comme voilà ce support qui puisse permettre pour moi de changer les choses, de mener un plaidoyer, de faire passer un message. Est-ce que les choses changent? Je dirais oui, quelque part, puisque si le message est entendu, si aujourd'hui les œuvres sont inscrites au programme scolaire, ça veut dire que quelque part, même dans les plus au sommet de l'État, que quelque chose est passé quand même. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que les gens se disent voilà, qu'il faut qu'on change les choses, qu'on puisse faire évoluer la condition des femmes et je pense que c'est ça aussi pour moi mon combat de tous les jours. Parlons à présent de vos ouvrages. Alors certains ont souvent estimé, comme je le disais tout à l'heure, que vous mettez à nu l'islam, que vous mettez à nu les cultures Peul ou alors tout simplement du Sahel. Mais est-ce que derrière cela, vous n'avez pas l'impression à un moment que votre société vous a rejeté à cause de ces vérités que vous disiez? Pour commencer, je ne peux pas dire que je mets à nu l'islam parce que je ne me dis pas que l'islam est une religion cachée. Et les tares que je raconte dans la société n'a rien à voir avec la religion. La condition des femmes dans le Sahel non plus n'a rien à voir avec la religion puisque cette condition-là et toutes les tares finalement qui accompagnent cette condition, eh bien on la retrouve aussi bien chez les chrétiens, chez les animistes que chez les musulmans. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Avec nos traditions finalement, parce que les traditions c'est tout simplement prendre ce qu'on a de meilleur, prendre le meilleur de nos cultures et puis tout ce qui peut nous créer de la souffrance et bien remettre cela en question. C'est tout simplement ça. Mais même là encore, je ne dirais pas que c'est forcément lié à la culture Peul, puisqu'on se rend compte que dans les autres ethnies, la condition des femmes reste pratiquement la même, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les animistes, les Peuls, les autres peuples, etc. Donc je pense que c'est plutôt voilà, lié plutôt à la culture soudano-sahélienne, l'ère culturelle soudano-sahélienne dont nous sommes ici. C'est également un partage, hein, parce que là on parle du Nord Cameroun, mais cette condition-là elle est également la même que ce soit au Niger, au Tchad, bref dans tous ces pays qui partagent la même ère culturelle que nous. Donc il faut se poser la question autre et ailleurs que forcément dans nos traditions et forcément dans la religion. Lorsque vous parlez dans vos livres en tant qu'écrivaine, du moins, lorsque tu couches sur du papier des histoires de 3 femmes, là on parle particulièrement de Mounial, Les larmes de la patience, repris par une autre maison d'édition avec le titre Les impatientes. Moi j'ai envie de te demander, est-ce que lorsqu'on change ce titre à ce moment-là, est-ce que tu as l'impression que ça porte le même message? Parce que lorsqu'on dit Mounial, Les larmes de la patience, du coup on s'imagine qu'il y a de la douleur à l'intérieur. Maintenant, Les impatientes, est-ce que le message reste le même? Eh bien, vous savez, le titre d'un roman ne change pas le contenu du roman ni le message du roman. En réalité, quand Emmanuel Colas s'est intéressé à mon roman Mounial, Les larmes de la patience, qui venait à ce moment-là d'obtenir le prix Orange du livre en Afrique, eh bien, c'est un roman déjà tout fait, qui avait déjà un succès qu'elle a trouvé. Et je pense que le travail qui a été fait en France, c'est que ce sont 2 éditeurs différents et donc ce n'est pas le même travail éditorial. Tout simplement parce qu'on ne fait pas, disons sur le plan éditorial et de l'editing, en fait, le travail n'est pas le même qu'on soit en Afrique ou en France. Et évidemment, si en Afrique, le mot Mounial parle pratiquement à toutes les sociétés sahéliennes, eh bien, en France, ça ne dit rien à personne. Et donc, il fallait trouver, parce que quand on trouve un titre, c'est aussi pour
toucher les souches de la Voilà, c'est pour voilà, toucher les lecteurs, c'est aussi dans un but plutôt commercial, puisqu'il faut que le titre lui-même soit attirant pour que les autres puissent s'intéresser au livre et puis voilà, avoir envie de l'acheter et envie d'écouter le message. Donc nous avons trouvé le titre ensemble avec Emmanuel et pour ma part, je n'ai pas pensé que le roman a été dénaturé juste par rapport à ça. Au contraire, c'est un enrichissement. Mais je suis quand même contente aussi que le roman puisse garder son titre original pour tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Oui. Il faut rappeler également que Mounia, les larmes de la patience, eh bien, il y a eu plusieurs traductions, notamment en italien, en arabe, en allemand également. Quel succès? Eh bien oui, le roman est plutôt traduit aujourd'hui dans plus de 20 langues. Plus de 20 langues avec plusieurs coéditions également, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays. Eh bien oui, c'est un grand succès et ça, je suis très contente que le message passe et que les gens apprécient. Et puis le livre est également disponible en livre audio. Ça aussi, c'est un autre point et c'est intéressant. Très intéressant. Il faut rappeler qu'avant Mounia, les larmes de la patience, qui est un peu venu te donner un peu plus de luminosité, un peu plus de visibilité, même s'il y en avait déjà. Le public était déjà assez grand, mais peut-être pas aussi prépondérant qu'aujourd'hui. Il y a eu Walandé, l'art de partager un mari. C'est un livre dans lequel on retrace encore la souffrance des femmes, mais pas seulement des femmes en général, mais surtout des femmes du Sahel, parce que c'est beaucoup plus de ce côté-là qu'on voit la polygamie. Alors, pourquoi toujours pointer du doigt ces différentes tares, je vais le dire comme ça? Est-ce qu'à un moment dans vos livres, vous n'aurez pas l'impression que c'est un petit acharnement, ou alors vous direz plus j'en parle et plus ça changera? Eh bien, pour commencer, vous savez, quand on parle de polygamie, il ne s'agit pas que des sociétés, soit musulmanes, soit du Sahel et autres. La polygamie concerne tous les peuples d'Afrique. Au Cameroun, on retrouve la polygamie partout, que ce soit à l'ouest, à l'est, au centre, au nord, partout la polygamie existe. Moi, je décide tout simplement d'ancrer mes romans dans la ville de Maroua, dans la région de l'extrême nord, dans le Sahel, tout simplement parce que c'est ma culture, c'est ma région, c'est celle que je connais le mieux et c'est celle que j'ai envie de promouvoir tout simplement. Et c'est pour cela que je parle de ces sociétés-là, de notre art de vivre, de notre façon, mais également finalement de la souffrance des femmes qui sont obligées de partager un mari. Mais seulement les femmes qui se partagent un mari, qui vivent dans la polygamie, le ressentiment, il est le même qu'on soit aux États-Unis, en France, au Cameroun, à Bafoussam, à Maroua, etc. C'est le même sentiment, ce sont les femmes, ce sont des êtres humains et tout ce qui nous relie en réalité, ce n'est que notre humanité en fin de compte. Il ne s'agit pas d'acharnement contre les hommes, nous ne sommes absolument pas dans une guerre contre les hommes. Je n'écris pas, voilà, je n'écris ni pour les femmes, ni pour les nordistes, j'écris pour tout le monde, tout simplement. Et mes romans, eh bien, je les écris par rapport à ma propre sensibilité, à ce qui me fait mal, à ce qui me fait plaisir, à ce qui me touche. Et c'est d'abord, comment dire, c'est d'abord moi en réalité, puisque c'est moi l'auteur. Donc j'écris par rapport à ce qui me touche. Alors, dans le livre Walandé, l'art de partager un mari, il y a un passage assez flagrant qui est également assez touchant. Bon, je vais me permettre de le lire. Alors, nous passons notre vie à souffrir. Souffrir pour faire plaisir à nos pères, puis à nos maris, puis à nos enfants. Maintenant, en ayant sauté quelques phrases, nous passons notre vie pour les autres, car en réalité, nous n'avons même pas de vie. Ça, c'est peut-être l'image de la femme dans la société, finalement. Est-ce que tu penses que cette image changera un jour, que ce soit de par les livres, que ce soit de par l'éducation? Sur quoi est-ce qu'on peut réellement miser pour que la femme arrête d'être celle-là qui vit pour souffrir pour les autres? Douleur des autres, en réalité. Oui, en fait, dans nos sociétés, surtout nos sociétés, finalement pas que dans nos sociétés, dans toutes les sociétés, eh bien, selon le concept même, c'est que la femme est censée se sacrifier pour le bonheur des autres.
Et c'est là vraiment se voit et se vérifie beaucoup dans la société camerounaise où on attend tout de la femme. On attend à ce qu'elle mette entre parenthèses sa vie, ses rêves, ses espoirs, tout simplement pour être la bonne fille, la bonne épouse, la bonne mère. Et si elle refuse cet état de fait, eh bien, elle n'est rien. Elle est taxée de rebelle. C'est de rebelle. Elle est taxée de mauvaise fille, de mauvaise femme, de mauvaise mère. Et le regard de la société étant quelque chose de très important pour nous, eh bien, on est prêt à mettre entre parenthèses nos vies, nos rêves, nos espoirs, tout simplement, eh bien, pour aller dans le sens de ce que la société attend de nous. Eh bien, je ne suis pas là pour faire rebeller les femmes, mais je suis là aussi pour dire à un moment stop. Peut-être que vous devrez aussi regarder de notre côté et vous poser la question, qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que nous aimerions faire, qu'est-ce que nous voulons de notre vie, etc. Et je pense que finalement, le rôle de l'écriture, ça peut aussi être ça, essayer de changer les choses, faire en sorte que, voilà, de dénoncer, de faire en sorte que tout le monde aille bien. Je pense que finalement, tant que la femme reste malheureuse, reste oppressée, eh bien, finalement, c'est le mari qui n'est pas si heureux que ça, même s'il fait semblant de l'être. Les enfants ne sont pas si épanouis que ça. Et finalement, personne n'est heureux. Et finalement, la société finit par souffrir, disons-le ainsi. Alors, il y a ton dernier ouvrage, Cœur du Sahel. Eh bien, c'est juste un délice, je le dirais comme ça. Moi qui suis amoureuse des lettres, j'espère que tout le monde pensera la même chose. Eh bien, c'est 188 pages avec des histoires, comment dire, comme celles qu'on voit tous les jours dans la vie. Et il faut rappeler que la plupart du temps, tes ouvrages, tu le précises, sont tirés de faits réels. Est-ce que ce sont des personnes qui se confient à toi ou alors comment dire, c'est une inspiration qui te vient parce que tu te balades de famille en famille, de village en village? Eh bien, une fois que je décide d'un thème sur lequel je vais travailler, eh bien, c'est d'abord une année minimum, une année d'enquête sur le terrain. Et les enquêtes, elles peuvent se passer de plusieurs manières. D'abord par la documentation, évidemment. Comme tout le monde. Et puis ensuite, oui, on va beaucoup à la rencontre des personnes, des familles, d'une société. Je travaille, il faut le rappeler, avec mon association Femmes du Sahel d'ailleurs, où nous sommes dans le siège social avec cette belle bibliothèque. Eh bien, je travaille donc beaucoup sur le terrain avec les femmes, avec des enfants, etc. Et c'est là où je puise mon inspiration. Et une fois que j'ai un thème donné, eh bien, je mène des enquêtes par rapport à ce thème-là. Dans Cœur du Sahel, il s'agit non seulement d'ancrer le roman dans les réalités, en s'ouvrant, parce que dans Les Impatientes ou Mounia, les larmes de la patience, on est à l'intérieur du Sahara, dans la concession pour dire ce que ressentent au plus profond d'elles les femmes. Mais dans le Cœur du Sahel, eh bien, on sort de cette concession-là pour balayer d'un regard finalement tout le Sahel avec ses réalités, les changements climatiques qui causent l'insécurité alimentaire et la famine, poussant des milliers de jeunes à aller dans les villes pour travailler, pour chercher voilà, de quoi subsister. Et puis Boko Haram également, qui fait des incursions de plus en plus poussées dans des villages et qui pousse également voilà, les habitants dans le désespoir, dans l'obligation de quitter leur village aussi, non seulement pour s'exiler, mais quelquefois aussi pour aller tout simplement se réfugier dans le camp de réfugiés et en faire des déplacés internes, des milliers de déplacés internes. Il ne faut pas l'oublier au Cameroun. Boko Haram reste toujours d'actualité. Et puis ces jeunes filles qui se retrouvent dans la grande ville d'à côté comme domestiques, et là, elles doivent faire face à une autre réalité, le mépris de caste, une ethnie qui se prendrait pour supérieure à une autre, l'intolérance, etc. Il était important qu'en tant que Camerounais, où nous vivons ensemble, une fois de plus de pouvoir parler de ce vivre ensemble, de parler de tolérance et de l'acceptation d'autrui. Ah oui, et il faut rappeler également que dans le livre, c'est vrai, vous avez bien sûr cité tout à l'heure Boko Haram et tout, mais il y a tellement de thèmes que tu abordes à l'intérieur du livre, et surtout que ce sont des histoires qui, ma foi, touchent directement la jeune fille et surtout la femme. Mais à l'intérieur, on se rappelle et on est beaucoup plus touché par le fait que c'est toujours l'amour d'une mère qui est mis à l'épreuve. Est-ce que c'est
un penchant particulier en tant que mère d'abord, mère du Sahel aussi, qui amène toujours à mettre cela au centre. Parce qu'après, il y a les craintes de la mère, il y a les espoirs, il y a les désespoirs, il y a les déboires, tout ça à l'intérieur. Je pense que finalement, une fois qu'on devient maman, eh bien, on le reste toute sa vie. Et on ne peut pas se débarrasser de ce côté-là, de ce pan qui est vraiment très, très important. Et en tant que mère, je m'inquiète tellement pour mes enfants, en particulier pour les filles, que je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de mettre voilà, mes craintes, mes espoirs, et tout ce qui me touche, mes rêves, etc. dans le roman. Mais il faut quand même aussi se mettre à la place des autres et se poser la question que si une maman n'arrive plus à nourrir ses enfants, qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle le vit quand une maman ne peut plus protéger sa petite fille et que cette petite fille la met face à la réalité et qu'elle lui sort une phrase du genre de ce que l'héroïne dans le roman que Sahel sort à sa maman dans la lutte pour la survie, le rêve n'a pas de place. Qu'est-ce qu'une maman peut ressentir quand sa fille de 15 ans lui dit ça? Eh bien, jusqu'où une maman peut aller pour protéger son enfant. Donc, c'est vraiment très, très important pour moi. La maman reste au centre de tout, évidemment. Et dans vos livres, la mère, la femme est toujours, comment dirais-je, elle est toujours placée au rang d'héroïne, justement, de celle qui est capable de tout supporter, de tout surmonter. Mais j'aimerais te poser la question, est-ce que finalement le rôle de la femme dans la société, ce n'est que supporter, surmonter et survivre? Et c'est pour cela, finalement, que j'écris, pour qu'elle puisse également avoir, voilà, d'autres ambitions, d'autres rêves, encore que supporter, surmonter pour le bien-être des siens. Eh bien, finalement, je ne dirais pas que c'est quelque chose de négatif, parce que la femme de nature est un être qui se préoccupe d'abord du bien-être des siens, qui se préoccupe d'abord des autres. Et si les hommes étaient un tout petit peu aussi sensibles que nous les femmes, peut-être que notre société irait mieux. Et pourtant, on a tendance à nous dire que nous sommes justement un peu trop sensibles, ce qui pourrait empêcher de... On ne l'est jamais assez. Des décisions objectives. Parfois, c'est ce qu'on peut avoir comme excuse dans la société. Quand on a du mal à positionner les femmes à un certain niveau, on se dit, elle est trop sensible, elle est trop émotive, elle va agir dans la précipitation, elle ne prend pas le temps de mûrir, alors que finalement, c'est tout ce flux d'émotions qui fait la femme et certainement la femme. En fait, c'est juste un prétexte tout simplement pour ne pas lui donner la place qu'elle mérite. C'est dommage que la femme doive encore et encore lutter pour pouvoir prouver ce qu'elle vaut. Et aujourd'hui, si on regarde même par rapport à nos sociétés, même dans l'entreprise, une femme doit travailler 2 fois plus pour pouvoir voilà, mériter sa place. Une femme doit prouver 2 fois plus qu'elle mérite bien cette place-là. Une femme, à chaque fois qu'elle a une promotion, doit se justifier que ce n'est pas une promotion canapé. Une femme, à chaque fois qu'elle gagnera un prix, doit toujours prouver que non, j'ai gagné ce prix parce que mon roman était bon et non pas parce que je suis jolie, par exemple. Donc, oui, que peu importe où on est, une femme en politique, évidemment, a toujours de la peine à se faire une place, a toujours même de la peine à ce qu'on ne lui rit pas au nez une fois qu'elle veut voilà, occuper une place, occuper un rang, être voilà, au centre de l'attention, de prendre des décisions et tout ça. Donc oui, ça reste quand même difficile d'être une femme, mais nous devons nous battre justement encore et encore, non seulement pour préserver nos acquis, mais pour faire en sorte que nos propres filles ne se battent pas pour ce que nous avons déjà acquis. Si les femmes ne font pas attention, eh bien, elles vont tout perdre. En réalité, on doit à chaque fois rester vigilante. Vous êtes aujourd'hui dans le monde des écrivains, eh bien, on voit chacun d'entre vous comme des sortes de messies. Mais maintenant, nous vivons dans une société où le regard des autres a parfois plus d'importance que les actions qu'on pose. Le regard des autres définit ce qu'on doit penser, ce qui doit être bien, ce qui ne doit pas être bien. Et aujourd'hui, tu es taxé de rebelle, rien que parce que tu as décidé de parler, de dénoncer, pas forcément d'insulter ou alors de t'insurger ou alors de te rébeller, mais surtout de soulever
comment dirais-je, la pensée des femmes. Comment est-ce que tu vis au quotidien cette situation? À chaque fois que tu écris un livre, tu te dis, bon, on dira encore cette fois-ci que voilà, Djaïli a encore frappé dans la rébellion. Eh bien, pour commencer, déjà, je ne me pose pas cette question. Quand je décide d'écrire, j'ai arrêté depuis très longtemps de m'auto-censurer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sujet qui est aujourd'hui tabou pour moi. Je décide d'écrire sur un thème, eh bien je vais l'écrire. Et une fois que je mets un point final à mon texte et que j'estime qu'il est terminé, le reste ne me regarde pas. Ce n'est pas important pour moi qu'on dise que je suis contre les traditions, je suis une rebelle, je suis une vaurien, on devrait me... Ça, ce sont des messages que j'entends tous les jours, mais ils ne me touchent absolument pas. Ça coule en réalité, tout simplement parce que je suis bien avec ma conscience. Le plus important dans la vie, c'est ça, être bien avec sa conscience, être persuadé que ce qu'on est en train de faire, non seulement c'est un travail utile, mais c'est un travail nécessaire qui va permettre aux générations futures de ne pas avoir les mêmes problèmes que nous. Le reste, ça ne me regarde pas. Ce que les autres pensent, ils vont aimer ou ils ne vont pas aimer le roman, ils vont encore dire que je suis une rebelle, que je suis contre les traditions, que je suis une mauvaise musulmane, etc. Ce n'est pas mon problème en réalité. Je ne me définis pas par rapport au regard d'autrui. Et si je devais me définir par rapport au regard d'autrui, ce ne seraient pas les personnes négatives. Vraiment que des personnes qui détestent nos messages. D'autant plus qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui non seulement me taxe de rebelle, mais va me traiter de tous les noms, et va traiter mon roman de tous les noms, il suffit juste de lui poser une question toute simple, toute bête. Est-ce que tu as lu les livres? Non, mais je ne veux rien savoir en fait. Il n'y a pas de mais. Une fois que tu n'as pas lu leur livre, il n'y a pas de commentaires à faire. Donc pour ceux qui ne lisent pas le livre et qui font des commentaires, lisez s'il vous plaît. Tout simplement. Eh bien justement, je le disais à l'entame que c'est dans le sillage de vérité pas toujours très bonne à dire, mais de dénonciation que tu as décidé de te ranger. C'est pas la littérature très belle très poétique pour rappeler comment la mer est belle et puis le vent est sec et tout, mais il y a une certaine profondeur justement dans le langage, tellement profond que celui qui lit, il peut ressentir la douleur par exemple il peut ressentir la douleur de Ramla, je crois bien que c'est ça, de Hindou par exemple dans Les Impatientes. Il peut ressentir la crainte de la maman de Faïdé, par exemple, dans Cœur du Sahel. Comment on réussit à faire cela si on ne vit pas totalement la situation soi-même? Parce qu'il faut le rappeler, parfois, quand on lit, on se dit, mais cette femme, est-ce qu'elle a vécu la même chose? Et puis, on se rend compte que, bon, c'est le pouvoir littéraire aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est surtout ça, le pouvoir littéraire, en réalité, c'est ça, c'est transmettre des émotions. Il est vrai que pour mes 3 premiers romans, je me suis beaucoup inspirée de mon propre vécu et de mes propres expériences par rapport à certains sujets, que ce soit le mariage précoce et forcé, les violences physiques, psychologiques et tout ça. Je me suis inspirée de moi. Et quand on s'inspire, évidemment, mais de toutes les façons, dans chaque phrase d'un écrivain, il y a toujours un tout petit peu de soi qu'on y met. Mais ce n'est pas le plus important. En réalité, on n'a pas besoin finalement de vivre ces choses-là pour pouvoir les décrire au mieux. Un bon écrivain, c'est celui qui se met tout simplement à la place de l'autre. Djaïli Amadou Amal est l'invité de Bibliothèque d'Afrique ce soir et c'est un plaisir d'ailleurs de discuter avec elle et nous discutons avec elle dans une bibliothèque d'ailleurs qui est la sienne. Nous sommes au niveau de Ndokpassi 3 justement où tu as ouvert une bibliothèque qui accueille enfants, grands, vieillards pour pouvoir partager la littérature africaine et celle bien sûr d'ailleurs. D'où est venue l'idée de cette bibliothèque? Eh bien, il faut rappeler quand même que je suis présidente d'une association qui s'appelle Femmes du Sahel depuis 2012. Et qu'avec cette association, eh bien, nous mettons beaucoup de choses en place. Nous parrainons des enfants avec une prise en charge totale de leur scolarité. Il faut rappeler qu'en pour l'année scolaire 2021-2022, nous avons quand même pris en charge 400 enfants
Nous mettons également en place des bibliothèques. Nous avons mis une première bibliothèque en 2014 dans l'arrondissement de Bayo-Darlé. Nous avons également réhabilité la bibliothèque du lycée de Bagno. Nous avons également mis en place beaucoup de mini-bibliothèques, etc. Donc, mettre en place des bibliothèques, eh bien, ça fait partie quand même voilà, des activités de notre association, puisque pour moi, en réalité, la seule chose qui a fait la différence, c'est la lecture. C'est parce que j'ai lu, tout simplement, que je ne me suis pas résignée à rester voilà, dans mon mariage forcé. Et c'est la différence qu'il y a eu entre finalement mes copines qui sont elles restées et moi. C'est la lecture, c'est le fait que j'ai eu accès à la lecture. Eh bien, après le concours des lycéens, la question que je me suis posée, mais qu'est-ce que moi je vais mettre en place en réalité? Qu'est-ce que je vais donner aux jeunes finalement de mon quartier? Comment je vais partager ce que moi-même j'ai reçu? Et donc l'idée de mettre une bibliothèque aussi dans mon quartier, en Dokpasi 3, s'est imposée à moi tout simplement. Et pour cela, j'ai aussi bénéficié du soutien de l'ambassade de France. Eh bien, voilà aujourd'hui le résultat. La bibliothèque, elle n'est pas tout à fait prête, mais nous accueillons déjà des jeunes qui viennent lire, passer du temps. Et puis, le plus important, c'est ça, c'est qu'ils se familiarisent avec le livre en tant qu'objet, le livre, voilà, pour faire rêver, etc. Et je suis déjà très contente de voir que les jeunes de mon quartier s'intéressent et viennent vraiment. Et ma seule crainte, finalement, c'est que la bibliothèque soit trop petite, parce qu'il faut le rappeler, on a toujours tendance à dire que les jeunes ne lisent pas et tout ça. Qu'est-ce qu'on leur offre finalement? Si on ne leur offre pas des livres, surtout des livres qui les intéressent, comment on peut estimer et juger qu'ils n'aiment pas lire? En fait, ils aiment lire, mais tout simplement, ils n'ont pas la possibilité de lire. Et donc voilà. Et puis il ne faut pas oublier qu'avec l'association, nous faisons également beaucoup de sensibilisation sur l'importance de l'éducation pour les filles, l'importance de terminer des études, d'obtenir des diplômes et surtout comment se prémunir contre le mariage précoce et forcé et d'autres formes de violence. Et puis nous encourageons également les femmes à avoir des activités génératrices de revenus. Oui, alors il faut dire que vous avez tout misé sur l'éducation parce que vous-même, vous le dites, bon c'est vrai que de temps en temps on part du vous à tu et tout, on ne sait plus où on se trouve, mais en tout cas, alors Djaïli, tu as tout misé sur l'éducation parce que tu t'es dit, bon, moi j'ai appris, moi j'ai pu sortir des carcans tout simplement ancestraux parce que j'ai pu lire, parce que j'ai eu accès à l'éducation. Maintenant, est-ce qu'on est sûr et certain que cette même éducation permettra à plusieurs autres jeunes de vivre cette liberté, de vivre cette sortie, je vais dire, ou alors cet envol, peut-être le mot est mieux choisi, cet envol, surtout quand on sait que la société aujourd'hui continue de penser qu'une bonne femme, eh bien, c'est celle qui reste à la maison, qui prend soin des enfants, qui n'a pas besoin de trop rêver, si ce n'est rêver d'avoir une belle famille. Eh bien, pour moi, l'éducation est tout. L'éducation est vraiment le socle pour pouvoir changer les choses. Et puis, il faut aussi tout simplement savoir qu'une femme qui ne gagne pas de l'argent n'a pas droit à la parole. Alors, mesdemoiselles, faites attention. Le premier mari de la femme, finalement, c'est son diplôme et puis son travail. Oui, et ça c'est une phrase qui revient souvent, que vous sortez très souvent justement comme conseil. Le premier mari de la femme, c'est son diplôme. Un conseil qui peut-être sera un peu reçu de manière biaisée par plusieurs parce qu'on se dit que celle qui a fait de longues études, celle qui a fréquenté, celle qui a eu reçu de l'éducation, elle est rebelle ou alors elle va toujours se dire non, j'ai appris, alors je sais qu'en principe on ne devrait pas faire ci ou ça et difficilement elle a sa place dans la société qui est très conservatrice. Oui, pas conservatrice seulement en fait. Ce qui dérange en réalité, c'est quand une femme sait ce qu'elle vaut et qu'elle sait ce qu'elle veut tout simplement. La personne en face de vous en réalité qui n'a pas besoin d'un partenaire, mais qui a juste besoin d'une aide ménagère et de quelqu'un qui lui fait des enfants, en réalité, c'est lui qui a un problème. Je pense que la femme est celle qui doit être à votre côté, qui doit contribuer à la bonne marche du foyer, qui doit élever vos enfants, qui doit être là à vos côtés et vous soutenir et vice-versa. Tout simplement, c'est
la complémentarité, c'est votre partenaire. La femme n'est pas votre domestique ou votre esclave. Est-ce qu'un jour, dans un livre, Djaïli mettra aussi en exergue, c'est-à-dire en activité, sur le feu des projecteurs, une femme qui a étudié, qui a reçu une éducation parfaite, qui est bien pleine dans sa tête et surtout très intelligente, qui a réussi et qui a un mari et qui a des enfants et qui a bien sûr une vie sociale très stable? Et là, peut-être qu'on comprendra que c'est possible. Parce que jusqu'ici, dans les livres, c'est beaucoup plus justement celle qui vit dans la misère, qui essaye de sortir, mais les esprits la rattrapent pour lui dire « Attention, faut pas trop monter, faut pas trop monter ». J'espère que vous n'attendez pas de moi que je vous écrive un roman à l'eau de rose. Encore que j'adore les romans à l'eau de rose. Mais bien entendu, c'est la lecture tout simplement de la société. Évidemment, si dans un livre, c'est l'histoire d'une famille et d'une femme où tout va bien pour le meilleur du monde, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de pouvoir décrire la vraie vie. Et dans la vraie vie, en réalité, tout ne peut pas être tout lisse, tout blanc, tout rose, voilà comme on dit, ou tout noir. Eh bien, il y a toujours de l'espoir. Et oui, je vais toujours continuer à prôner que l'éducation est évidemment la lueur d'espoir qui peut changer la vie de ces milliers de femmes. Et en parlant d'éducation, la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de l'éducation justement au Cameroun en termes de littérature africaine, en termes de littérature camerounaise? Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que dans les établissements, difficilement on met en évidence les livres qui sont écrits par des auteurs camerounais et des auteurs africains? On continue d'avoir l'histoire des autres, on continue de recevoir l'éducation des autres. Est-ce que c'est pas ça la souche finalement? Eh bien, je ne suis pas bien placée pour pouvoir dire ça parce que j'ai quand même 2 œuvres au programme. Bon, oui, ça fait un peu la différence. Oui, mais quand même, je vais dire, bien entendu, continuer à lire la littérature française classique et tout ça, c'est important et c'est la base aussi. Mais il y a quand même pas mal d'œuvres africains quand même au programme scolaire, donc je ne peux pas tous les citer, mais il y en a quand même quelques-uns. Et finalement, pour tous les niveaux, hein, on retrouve toujours un roman, que ce soit camerounais ou africain, quand même, voilà, dans le programme. C'est vrai qu'il y en a, on dira peut-être qu'il n'y en a pas assez. Il y en a quand même, et je pense que ça reste quand même une politique, la politique, voilà, pour l'éducation et tout ça, voilà. Donc, ça commence à avancer un tout petit peu. Et ce que je peux dire, c'est qu'au Cameroun, nous avons quand même un niveau aussi qui n'est pas très, très mal. Et il faut aussi regarder les bonnes choses que nous avons au lieu de toujours nous plaindre. Donc, ça, ouais. Et en termes de bonnes choses, il y a de bons auteurs. Il y a des bons auteurs, mais il y a également des belles écoles, des bonnes écoles au Cameroun. Il suffit de voir le nombre d'enfants qui scolarisés, qui vont à l'école, le nombre d'écoles et tout ça. Donc, oui, notre pays a encore beaucoup d'efforts à fournir, évidemment. On a encore besoin de plus d'infrastructures dans nos écoles, on a besoin de plus d'écoles, ça c'est certain. Mais il y a quand même eu un effort qui a été fait, donc là aussi on est obligé de le reconnaître. On ne va pas piétiner les efforts, même si on rappelle qu'il faut encore une refonte éducationnelle à l'intérieur pour pouvoir pointer du doigt facilement ce qui est justement à pointer du doigt pour pouvoir changer les choses. Alors aujourd'hui, on parle de Djaïli Amadou Amal comme une référence en termes de littérature africaine, de littérature camerounaise, comme je l'ai dit. Mounia, Les larmes de la patience, par exemple, a reçu tellement de prix depuis la sortie jusqu'en 2021 pratiquement. Et ça s'est soldé également par la mise à disposition du livre au programme dans les classes de terminale notamment et première, si je ne m'abuse. Maintenant, quand on a dit ça, on se dit, alors, est-ce qu'il faut attendre forcément qu'un livre fasse trop de bruit à l'échelle mondiale pour qu'on se souvienne que, bon, voilà, on a des auteurs, on a des écrivains. La question, en fait, que je voudrais poser, où est-ce que je voudrais en venir, c'est est-ce que le pays accompagne suffisamment les auteurs camerounais aujourd'hui? Eh bien, d'abord, il faut dire que les auteurs camerounais, c'est des marques. Donc, et se sont toujours démarqués.
à l'extérieur du pays, mais comme au Cameroun, nous avons évidemment une très très bonne littérature, une littérature qui est reconnue à l'international. Bon, évidemment, le problème du livre et de la politique du livre au Cameroun se pose puisqu'il faut encore plus d'efforts. On a des bons éditeurs, mais évidemment, ils n'ont pas suffisamment de moyens. Et, on a donc pas mal encore d'écrivains qui sont obligés de publier leurs livres à compte d'auteur. Nous n'avons pas encore vraiment de diffuseurs au Cameroun, de distributeurs au Cameroun, donc de libraires même au Cameroun. Donc tout ça, ce sont des efforts qui doivent être faits, même des imprimeurs. Hein. Donc tout ça, la politique et la chaîne du livre, ça reste quand même un domaine très compliqué et très très difficile. Mais il ne faut pas oublier que, que la littérature peut également être un domaine qui génère de l'argent et qui a voilà, une vraie économie. Et donc, on n'a pas, je dirais pas que forcément il faut avoir un succès à l'international pour être reconnu. Moi, je suis pas bien placée pour le dire parce que j'ai été d'abord reconnue au Cameroun en tant qu'auteur. J'ai d'abord eu du succès au Cameroun avant que, voilà, et j'ai d'abord publié au Cameroun avant de publier, voilà, en France. Et je continue à publier au Cameroun. Il ne faut pas oublier que quand j'ai cédé les droits du roman Mounia, les larmes de la patience aux éditions Emmanuel Colas, eh bien j'ai gardé mes droits pour toute l'Afrique subsaharienne. Et ces droits-là, ils appartiennent à mon éditeur local, proximité. Et pour Cœur du Sahel, c'est la même chose. Donc le livre est sorti en même temps en France qu'au Cameroun et le livre continue à être au Cameroun, édité par mon éditeur camerounais, les éditions Proximité, et le livre continue à coûter moins cher. En effet, il continue d'être à la disposition de tous ceux qui ont envie de lire. Et lorsque tu parles justement de cette maison d'édition, on comprend qu'il y a beaucoup d'attachement avec elle parce que le travail est suffisamment bien fait et suffisamment bien accompagné. On rappelle que Proximité s'occupe de plusieurs autres auteurs en dehors de Djaïli Amadou Amala. Alors, à présent, on va poser une question à Djaïli. C'est une question qui revient dans toutes les émissions. De quoi est faite ta bibliothèque? Ma bibliothèque, celle-ci ou ma bibliothèque personnelle? La bibliothèque personnelle, ce que tu lis toi-même avant d'écrire. Eh bien, ce que je lis moi-même, eh bien, je lis beaucoup de choses. Ma bibliothèque, si on la voit, elle est assez riche, elle est voilà, assez mélangée. J'aime beaucoup la littérature classique. J'aime également, je lis beaucoup d'auteurs contemporains. J'adore la littérature africaine. J'adore également les romans historiques. Et puis, tout ce qui est généralité aussi, eh bien, j'ai évidemment quelques auteurs préférés, ou plutôt une autrice qui reste pour moi non seulement la référence, mais pour moi vraiment un peu mon inspiration et celle que j'ai toujours à mon chevet, c'est Mariam Abba avec sa si longue lettre. Et puis, je vais vous dire un secret. Pour les moments où j'ai envie de me détacher de tout, où je n'ai pas envie de réfléchir et que j'ai besoin d'un moment de pause, eh bien, je lis la littérature à l'eau de rose. Il ne faut pas le répéter. Hein. Des romans à l'eau de rose, des romans qui te font souffler et te sortent, voilà, des romans qui font relever. Ça aussi, on en a besoin finalement. Et on ne doit pas avoir honte. Parce que c'est très très mal vu de lire des romans à l'eau de rose. Mais pourquoi c'est si mal vu? Moi, j'aime bien, ça vous permet de vous libérer, de sortir un tout petit peu de tout ce sérieux-là pour continuer à rêver, avoir une âme d'adolescente. Justement, le livre qu'on a souvent taxé d'être fait pour les adolescentes qui veulent sortir des difficultés de l'adolescence, parce qu'il y a les peines de cœur, il y a qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura son premier rendez-vous, le premier baiser, en tout cas tout cela, ça se retrouve dans les moments secrets de Djaïli Amadou Amal.
C'est un plaisir de discuter avec vous sur ce plateau. Mais pour revenir peut-être aux questions sérieuses, alors votre dernier ouvrage, Cœur du Sahel, il aura forcément une dédicace très prochainement. On sait qu'il y en a eu déjà du côté de Lyon, il y en a eu en tout cas à l'étranger déjà. Quand est-ce que c'est prévu dans la ville de Douala? Eh bien, d'abord, c'est vrai que je reviens d'une tournée de 2 semaines en France et les tournées recommenceront en septembre, mais pour le moment, nous n'avons pas de date exacte pour des dédicaces au Cameroun, mais je sais que la prochaine aura lieu quand même à Douala, au mois de juillet. Au mois de juillet, je n'ai pas encore la date exacte, mais voilà, ça va se faire et vous aurez les dates très, très, très vite. Et j'espère d'ailleurs que voilà, tous les lecteurs et finalement, nous sommes en vacances, donc tous les jeunes pourront venir à cette rencontre dédicace, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne s'agira pas tout simplement d'une dédicace toute simple. Il y aura une rencontre avec des questions et tout ça. Des échanges, en tout cas pour comprendre le pourquoi du comment et surtout pour essayer de découvrir ou redécouvrir Djaïli Amadou Amal. Alors, auteur de quatre ouvrages. Je rappelle que seul Mounial, Les larmes de la patience, a eu pas mal de traductions, on en parlait tout à l'heure justement, et j'ai avec moi plusieurs sorties différentes avec bien sûr les langues en question. Alors ici j'ai l'impression que c'est de l'italien. Je crois que c'est de l'italien. C'est une patiente en italien. Ça c'est en italien. Il y a également ça doit être en allemand. Oui. Ouais, en allemand. Vous avez également il y a d'autres également. Il y a l'arabe également, juste ici. Voilà. En dehors de ça, bon, c'est vrai qu'en arabe, on lit de Les impatientes en arabe. En arabe. Et puis l'autre, c'est Walandais en arabe. Ah oui, ça c'est Walandais également en arabe. C'est vrai qu'en arabe, on lit de la gauche vers la droite, c'est ça? Donc ce n'est pas évident de tenir ça. En tout cas, c'est un grand succès. Mais il faut quand même rappeler également que pour les impatients, nous sommes sur plus de 20 traductions, mais Cœur du Sahel également, nous avons déjà signé pour plus de 6-7 traductions. Déjà, bien sûr, c'est en cours de traduction. Oui, c'est en cours de traduction. Et puis, lorsque tout cela aura paru, bien sûr, les publics différents, en différentes langues, seront informés. C'est un plaisir de partager avec le prix Goncourt des lycéens 2020. Ça a beaucoup fait parler, ça a beaucoup fait jaser. On s'est dit, OK, Djaïli Amadou Amal, prix Goncourt, qu'est-ce que ça vous a fait à vous quand vous vous êtes retrouvés justement à ce niveau-là? C'est vrai qu'avant ça, il y avait déjà le prix Orange qui avait ouvert le bal, mais à un moment, c'est devenu enchaînement sur enchaînement. Ça a dû être époustouflant émotionnellement. Ça a été une belle période, le concours, la finale déjà, puisque c'est quand même la première sélection du concours, la deuxième sélection, pardon, et puis la troisième sélection, donc la shortlist du concours. On s'est, et ensuite, je n'ai pas obtenu le concours, mais j'ai eu celui des lycéens. Oui. Et il faut rappeler aussi 7 concours à l'international, donc celui de l'Orient qui regroupe 10 pays, le concours de l'Algérie, de la Tunisie, mais également de la République tchèque, de la Serbie, je ne peux pas citer tout, de la Grèce, du Royaume-Uni, etc. Et oui, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis... ça fait plaisir évidemment, mais le plus important c'est de continuer à faire ce qu'on aime, c'est-à-dire écrire. Pour moi, le plus important reste toujours d'écrire et d'écrire exactement sur ce qui me fait plaisir et sur ce qui me touche particulièrement. Pour les prix, le roman vit sa vie, tout simplement. Une fois que je mets le point final, il peut obtenir des prix ou ne pas obtenir de prix, il peut plaire ou ne pas plaire. Il peut, ça ne me regarde pas. En réalité, c'est la vie du roman, c'est pas ma vie. Ma vie, c'est tout simplement, je suis une femme, une maman, une épouse, une Camerounaise, et puis j'essaye d'apporter le meilleur de moi-même pour que ma société avance et pour que les choses se passent bien. Le reste, c'est pas si important que ça. Dans tes écrits, est-ce qu'on peut dire que tu t'inspires également
particulièrement des lieux que tu visites? Parce qu'on a eu à constater justement que tu es un peu une bouche partout, toujours un peu ici dans telle ville, ici dans tel autre pays. Est-ce que on aura un livre très bientôt qui sortira de la culture du Sahel, qui sortira du Cameroun, qui sortira totalement de cette difficile société que l'on voit, pour toucher également les difficultés que vivent les femmes d'ailleurs. C'est vrai que les difficultés qui sont citées dans le livre, tu l'as dit tout à l'heure, ça touche pratiquement toutes les femmes, mais il faut rappeler que c'est particulièrement la femme africaine. Non, en fait, dans le roman, dans tous mes romans, que ce soit Les Impatientes ou Cœur du Sahel ou même Walandé, en réalité, le sujet, il est universel. Il est universel. Quand je parle de la polygamie, des violences faites aux femmes, etc., de l'intolérance, du mépris de caste, etc., ce sont des sujets qui sont universels et propres à toutes les sociétés. Moi, j'ai décidé d'ancrer mes romans dans le Sahel tout simplement parce que c'est ma société. C'est la société que je maîtrise le mieux. Mais quand je parle d'une femme qui a été battue, l'histoire peut se passer en Inde, elle peut se passer en France, elle peut se passer dans le Sud Cameroun, partout. C'est universel en réalité. La condition des femmes, elle reste la même pour tout le monde. Et ce qui me peine particulièrement en réalité, c'est qu'une fois que les personnes lisent mon roman, eh bien, ils ont tendance à faire des raccourcis. Oh, c'est les Africains. Ça, c'est quand on se trouve en Europe. Quand on est au Cameroun, ah, ça se passe au Nord Cameroun, donc ça ne me concerne pas. Ça nous concerne tous. En tant que fille du Sahel, eh bien, j'ai le droit d'écrire sur le Sahel. J'ai le droit d'ancrer mes romans dans le Sahel. Mais ça ne veut pas dire que la société sahélienne a plus de travers ou plus voilà, de problèmes que les autres sociétés camerounaises. Loin de là, tout simplement. Personne ne poserait la question de, ou ne dirait à une autrice, par exemple, qui parlera des mêmes sujets que moi, mais que l'intrigue se passe à Douala, personne ne va lui dire, ah, chez les Sawa. Mais une fois que ça se passe au Sahel, eh bien c'est chez les nordistes, chez les Sahéliens, chez les musulmans, ce sont des raccourcis en réalité, et ça je ne le veux absolument pas. Mes romans ne sont écrits ni pour les femmes, ni seulement pour les Camerounais, ni pour les nordistes du Cameroun, mes romans sont écrits pour tout le monde et ce sont des sujets universels. Eh bien, est-ce que je vais sortir du Sahel? Pourquoi on me demande de sortir du Sahel? Je n'ai pas envie de sortir du Sahel. Le Sahel, c'est ma société. J'ai envie d'en parler encore et encore et j'ai envie de partager cette culture-là. J'ai envie de vous décrire les beautés du Sahel, mais également les problématiques du Sahel. Si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? Justement, quand je parle de Boko Haram, de changement climatique et autres, eh bien, je pense avoir la légitimité de pouvoir parler de ces sujets-là parce qu'elles me concernent directement, mais évidemment ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler voilà, d'une histoire qui peut se dérouler en France, aux États-Unis, partout ailleurs, qui pourrait se dérouler à Yaoundé, à Bafoussam, enfin de Bamenda, etc. Oui, mais l'écrivain est libre en réalité d'écrire ce qu'il veut, il est libre de parler d'une société qu'il veut, d'une culture qu'il veut. Donc, moi, je me sens cette liberté-là, mais je ne voudrais pas avoir à me justifier de parler du Nord Cameroun, de parler de la culture Peul, de parler de la culture ou de l'ère culturelle soudano-sahélienne. Ça, je ne veux pas avoir à me justifier. Je ne voudrais pas avoir non plus à me justifier de parler de la religion musulmane, de parler de l'islam, de parler des Peuls, etc. C'est un choix de société, oui, comme toutes les autres, et on a le droit d'en parler. Et surtout que l'essentiel, c'est sensibiliser. Alors, la toute dernière question qu'on posera, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt un conseil qu'on attend de toi, Djali Amadou Amal. Lorsqu'on lit tes ouvrages, on se rend compte que parfois, la femme est dans le désarroi. Elle est abandonnée à elle-même parce qu'elle a une famille qui n'est pas forcément un grand soutien pour elle. Quel conseil donner à toutes les familles, qu'elles soient du Sahel, qu'elles soient du centre, qu'elles soient du sud ou encore? Eh bien, si j'ai un conseil, c'est que les femmes doivent se rendre compte du pouvoir qu'elles ont. Eh bien, mesdames, si un homme frappe sur sa femme, qu'il est un mauvais père, qu'il n'encourage pas l'éducation de ses filles, etc. C'est un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère.
Eh bien, les femmes doivent prendre conscience de ça. Nos petits garçons qui sont à la maison, c'est eux les maris de demain. Alors, c'est à nous, les femmes, de faire en sorte qu'ils deviennent les meilleurs. Merci. Et c'est sur cette dernière phrase, d'ailleurs très poignante et très sérieuse, avec un ton très sérieux, que nous allons nous séparer. Bibliothèque d'Afrique te remercie, Djaïli Amadou Amal, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé avec nous des moments de joie, des fous rires et surtout de sensibilité et de beaucoup d'émotions. On reviendra vers toi très prochainement, ce sera certainement au mois de juillet avec la dédicace et puis les échanges avec les potentiels lecteurs. Mais on reviendra aussi pour visiter cette bibliothèque une fois qu'elle sera encore plus fournie, puisque tu as dit que c'est les tout débuts. Voilà, merci en tout cas à vous tous de nous avoir regardés. On remercie aussi la partie technique parce que c'était donc une sortie en externe et ce fut magnifique. Restez en compagnie de nos programmes sur For You Télévision.